Bonjour aimables téléspectateurs, bienvenue à ZM Télévision, à l'émission Qui dit quoi? Qui dit quoi? C'est une émission magazine qui passe sur nos antennes. Une émission magazine conçue pour vous pour décrypter les sujets d'actualité. Les sujets d'actualité avec les personnalités qui font les unes des journaux. Aujourd'hui, ZM Télévision a reçu pour vous Monsieur Noël Tiani. Monsieur Noël Tiani, candidat à l'élection présidentielle, une personnalité publique de grande envergure, un intellectuel très remarqué. Monsieur Noël Tiani, bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez dans nos installations? Je suis d'abord très heureux d'être accueilli à ZM Télévision. Je trouve du matériel moderne, une station de télévision moderne avec le personnel, les journalistes de qualité, des jeunes gens qui représentent donc l'avenir de la République démocratique du Congo. Donc je me sens très bien ici. Merci beaucoup, c'est très flattant et vous méritez notre admiration. Merci beaucoup. Dites-nous, c'est qui Noël Tiani, face à face? Noël Tiani, je suis congolais, né au centre de la République, et plus spécifiquement en Ngandangika, où j'ai étudié à l'école primaire et secondaire. Après avoir terminé le secondaire, j'étais premier de mon centre des examens d'État et d'ailleurs de tout le Grand Kasaï, avec à l'époque 73%. C'était beaucoup à l'époque. Quand j'ai terminé les études, je suis arrivé à Kinshasa, comme tout enfant congolais, à la recherche d'une meilleure vie et des opportunités. J'ai eu le plaisir de rencontrer à l'époque le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, fait professeur Ndielo Mpenge Osako, qui m'a donné immédiatement la bourse d'études pour aller étudier à l'étranger. Et la bourse m'a été remise à main propre. Les billets d'avion, tous les papiers par l'actuel ministre de l'Information des médias, Lambert Mende Omalanga, qui était à l'époque secrétaire particulier du ministre. Et la personne qui était Premier ministre à l'époque, c'est Léon Kengo Adondo. Donc ces personnes connaissent très bien d'où vient Noël Tiani Mwadianvita. Je suis allé étudier en Belgique, à l'université de Liège, où j'ai obtenu une maîtrise en sciences économiques. Je suis allé après cela à l'université de Grenoble en France, où j'ai obtenu le diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion financière et fiscalité. Je suis allé à Paris, j'ai obtenu à l'Institut supérieur de gestion le diplôme de 3e cycle en finance internationale. Je suis allé aux États-Unis, j'ai obtenu le MBA, le Masters of Business Administration à Adelphi University à New York. Je suis revenu à Paris pour faire mon doctorat en sciences économiques à l'Université de Paris 9 Dauphine avec spécialisation en banque et marché financier. Je suis rentré aux États-Unis, je suis allé à Harvard, à Boston, à Massachusetts, où j'ai obtenu le diplôme de leadership et de management. Après avoir terminé toutes les études, j'ai travaillé dans les banques commerciales et d'investissement à New York pendant une dizaine d'années. J'ai travaillé dans les plus grandes banques du monde, à la Citibank, à la Republic National Bank of New York, mais aussi à la JP Morgan Chase. Et après 10 ans, j'ai été recruté par la Banque mondiale où j'ai travaillé pendant 28 ans. J'ai travaillé sur les 5 continents, dans 85 pays différents. J'ai aidé différents pays à concevoir des stratégies de développement et à les mettre en œuvre. J'ai sorti certains pays avec la participation, bien sûr, des populations locales, mais également des gouvernements de ces pays. J'ai sorti certains pays du sous-développement pour qu'ils deviennent pays émergents. Pour vous donner une idée, il y a des pays tels que l'Indonésie, en Asie, qui a bénéficié, l'Indonésie a bénéficié de mon assistance. Des pays africains comme le Cameroun, le Sénégal, le Botswana, les îles du Cap-Vert. J'ai travaillé pratiquement sur tous les pays africains. Donc voilà l'expérience que je ramène au Congo. Une expérience donc de 38 années dans le domaine du développement. Ça ne court pas les rues à Kinshasa. Et c'est le secteur privé de toutes les façons? C'est le secteur privé, mais aussi secteur privé et étatique. En réalité, vous savez, la Banque mondiale fait des affaires avec les gouvernements, conseille les gouvernements, aide le gouvernement à concevoir des politiques et des stratégies à les mettre en œuvre. Donc nous sommes une institution multilatérale, mais qui travaille avec les secteurs publics, qui aide ces pays, différents pays, des pays membres, comme on les appelle, à concevoir des stratégies pour régler des problèmes la plupart du temps structurels. Et c'est ça la différence entre la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. La banque, c'est une institution du développement. Le Fonds monétaire, donc, c'est un fonds qui donne, c'est comme une banque qui donne des découvertes à des clients. Mais la banque s'occupe du développement à long terme des pays. Les prêts de la banque couvrent une période donc de 40 ans pour s'assurer que le pays sort des difficultés de la situation, souvent la situation structurelle dans laquelle donc il se trouve.
le Fonds monétaire fait des prêts à court terme, la plupart du temps pour 3 ans, pour régler des problèmes de trésorerie temporaires que pourraient rencontrer les pays emprunteurs. Faites-nous alors une lecture générale de l'état de la nation depuis l'accession de la RDC à l'indépendance. Le Congo se porte très mal. Le Congo a beaucoup de ressources naturelles. Nous avons un répertoire de 1100 minéraux et métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 38 000 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la somme du produit intérieur brut des États-Unis d'Amérique et de tous les pays d'Europe occidentale combinés. Nous sommes capables d'avoir cette richesse-là. Mais, malgré l'abondance des ressources naturelles, la situation de la RDC aujourd'hui est catastrophique. Nous n'avons pas d'infrastructure de base. On n'a pas de route, on n'a pas de chemin de fer, on n'a pas d'aéroport moderne. La situation dans le secteur éducatif, elle est catastrophique. Aujourd'hui, nous avons des étudiants congolais qui sortent des universités qui ne savent ni lire ni écrire correctement. Dans le domaine de la santé, l'espérance de vie à la naissance des Congolais est l'une des plus faibles du monde. L'espérance de vie ici est de 50 ans, mais pour vous donner une idée de grandeur, à Monaco, l'espérance de vie est de 90 ans. Ça veut dire que les Congolais meurent 40 ans avant une personne équivalente qui a été née le même jour à Monaco, par exemple. L'espérance de vie en Belgique, en France, aux États-Unis tourne autour de 83 à 84 ans. Donc, dans le domaine de la santé, nous sommes en train de vivre une catastrophe humanitaire. La situation intérieure du pays, nous avons connu des situations d'insécurité généralisée aujourd'hui. Les Congolais ne peuvent plus se sentir à l'aise à vivre dans leur propre maison parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le voisin va être fusillé par des rebelles ou des milices. Nous avons connu la situation des fosses communes dans le Grand Kassai, fosses communes à Maluku. À l'est de la République, on a connu donc des charniers humains. Donc l'insécurité est généralisée aujourd'hui. Les Congolais ne se sentent pas à l'aise à l'intérieur de leur propre pays. Sur le plan alimentaire, aujourd'hui, malgré l'abondance des terres arables, les Congolais meurent de faim. Nous importons pratiquement tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir donc survivre. Donc c'est une situation tout à fait inacceptable. Le chômage représente 85% de la population active du pays. Je veux que les gens comprennent très bien la catastrophe que nous sommes en train de connaître. Quand on dit 85% de la population active, ça veut dire que tout le monde au Congo est au chômage. Ceux qui vont au travail, et d'ailleurs, ils font semblant d'aller au travail parce qu'ils ne sont même pas payés. Lorsqu'ils sont payés, les salaires ne représentent absolument rien. Donc, tout le pays est au chômage. Comment pouvons-nous être dans cette situation-là alors que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir nous développer? En bref, le Congo aujourd'hui est pire que sa situation en 1960. C'est pour cela que je propose pas des réformes cosmétiques comme des différents projets de partis politiques que nous avons entendus tout récemment. Je propose un plan de développement sur une vision à long terme. Ce plan de développement va porter sur 15 ans pour régler fondamentalement les défis auxquels nous sommes confrontés, qui sont l'insécurité, le chômage, le manque d'éducation, le manque d'eau, les infrastructures de base qui n'existent pas, qu'on puisse remettre le Congo au travail. Mais comment vous allez vous y prendre? C'est du déjà entendu, c'est le même discours que les autres utilisent. Ce n'est pas du déjà entendu. Je vais vous dire la différence entre le discours que je tiens aujourd'hui, la vision que je propose et ce que proposent d'autres personnes. Vous avez entendu avant parler du plan Mobutu, des 5 chantiers, de la révolution de la modernité. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu un chef d'État passer à la télévision et présenter sa vision pour que la population congolaise lui pose des questions et qu'il explique comment il va mettre tout cela en œuvre? Jamais de la vie. Vous savez pourquoi? Parce que les chefs d'État que nous avons eus depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui n'ont pas eu la formation appropriée, ni l'expérience appropriée. Aucun de nos chefs d'État n'a été à l'université, par exemple, n'a terminé l'université. Si vous connaissez un chef d'État congolais qui a été à l'université, donnez-moi le nom de l'université, nous allons aller vérifier. Moi, je viens aujourd'hui docteur en sciences économiques, formé dans les meilleures universités de la planète. Mais en plus de cela, je viens avec 38 années d'expérience professionnelle dans le domaine du développement. Les autres chefs d'État qui m'ont précédé, la différence avec eux, c'est qu'ils n'ont jamais travaillé. Et parce qu'ils n'ont jamais travaillé, au moins dans le domaine du développement, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils entrent au palais de la nation pour aller apprendre comment il faut travailler. Nous devons mettre fin à cette habitude-là, ce qui est connu communément au Congo comme étant chance et Kopamba. N'importe qui peut devenir n'importe quoi, et quand il arrive au palais de la nation, il commence à apprendre sur le terrain, en faisant des erreurs qui coûtent cher au pays. Moi, je viens avec la meilleure éducation du monde, avec l'expérience professionnelle qu'il faut,
dans le domaine du développement et je viens surtout avec l'intégrité. Je n'ai jamais été corrompu. Je n'ai jamais été mêlé dans la mauvaise gouvernance du pays. Je n'ai jamais volé un seul centime de la République. Je n'ai jamais été mêlé dans la prédation des ressources naturelles. Je n'ai jamais été mêlé dans les rébellions meurtrières, dans les assassinats des Congolais. Je suis un homme nouveau qui n'a jamais été trempé dans tous les maux dont a souffert donc notre pays. Je voudrais apporter ce leadership nouveau, cette détermination à sortir le Congo des difficultés que nous avons aujourd'hui pour que nous devenions un pays émergent à l'espace de 15 ans. Et c'est ça le plan Marshall que vous nous proposez? Effectivement, je propose le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC. Ce plan va porter sur 15 programmes cohérents, complémentaires que nous allons mettre en œuvre sur une période de 15 ans. Pourquoi 15 ans d'abord? Parce que j'estime que je ne veux pas faire des réformes cosmétiques. Quand on fait des réformes cosmétiques, à la fin des mandats présidentiels, vous trouvez que le problème n'a pas été résolu. Je vous donne l'exemple. L'Union européenne a aidé le programme de la RDC en nettoyant la ville de Kinshasa, en enlevant la poubelle. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin du programme de l'Union européenne? Nous trouvons tous que Kinshasa est sale comme avant. Les poubelles commencent à s'accumuler. Donc, ils ont fait des réformes cosmétiques qui n'ont pas résolu le problème de façon définitive. Ce que je propose, c'est quoi? Je propose par exemple dans ce domaine-là, on va construire des villes nouvelles avec le système d'adduction d'eau, avec le système de collecte des poubelles, en éduquant la population, en changeant la mentalité de la population pour que tout le monde sache que quand vous déposez la poubelle dehors, le lundi par exemple à 7 h du matin, il y a un tracteur qui va venir ramasser cette poubelle, aller jeter donc là où ça doit être. Les gens doivent faire partie du programme de réforme, doivent changer leur façon de réfléchir. Et le plan Marshall que je propose va donner aux Congolais l'occasion d'apprendre secteur par secteur ce qu'il faut faire pendant cette période de temps. Si bien qu'au bout de 15 ans, nous allons avoir un pays moderne qui sera totalement reconstruit, mais avec une population congolaise qui aura une autre façon de voir le monde. Alors maintenant, quelles sont les composantes ou bien les programmes que nous avons dans le plan Marshall? Je vous ai dit, dans un premier temps, nous allons promouvoir la paix et la sécurité. C'est important, pourquoi? Sans la paix et la sécurité, nous ne pouvons pas nous concentrer aux efforts de développement. Nous allons passer notre temps à utiliser les ressources publiques pour combattre les rebelles, pour combattre donc les guerres meurtrières que nous avons tous les jours. Et nous allons avoir peur dans notre pays, comme nous avons peur aujourd'hui, de faire des choses qui sont importantes pour nous, mais également pour le pays. Donc, nous allons réformer la police, l'armée, les services de sécurité. Nous allons réformer la justice, mettre en place un état de droit fonctionnel, une administration publique fonctionnelle. C'est le premier programme du plan Marshall. Deuxième programme, je vous ai dit que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget de l'État. Ça va dans des poches des privés. Nous allons réformer le système de gouvernance pour capter toutes les ressources publiques, combattre la corruption, prendre ces ressources publiques, augmenter le budget de l'État et utiliser ce budget-là pour pouvoir financer différents projets de développement. Troisième programme important, nous allons investir dans les ressources humaines congolaises. C'est tout ce que nous avons de plus important pour le développement de notre pays. Comment on va le faire? Nous allons investir donc dans l'éducation, dans la santé et dans l'autosuffisance alimentaire. Éducation, nous allons réformer le système éducatif parce que ce que nous avons aujourd'hui ne permet pas aux Congolais de s'épanouir comme il faut. Ne donne pas aux Congolais la formation de base qu'il faut pour qu'ils puissent s'insérer dans la société professionnelle et surtout être compétitifs par rapport aux autres Africains, mais également par rapport aux autres citoyens du monde. Qu'est-ce que nous allons faire dans ce domaine plus spécifiquement? Ce que nous allons faire, c'est rendre l'enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit pour tous les enfants, pour permettre à chaque enfant congolais d'étudier. Ensuite, quand ils vont à l'université, nous allons introduire donc 3 systèmes. Un, les bourses d'études à tous les étudiants dans les universités publiques ou bien les instituts supérieurs publics. Tous les étudiants. Moi, j'ai étudié grâce à la bourse d'études qui m'était donnée par le gouvernement. Je vais renvoyer l'ascenseur à tous les enfants congolais. 2, nous allons introduire le système de prêt aux étudiants. C'est-à-dire que les étudiants qui arrivent en dernière année, qui n'ont pas de moyens pour terminer les études, s'ils n'ont pas la bourse, ils vont dans les universités privées. Ils peuvent obtenir des prêts qui seraient donnés par les banques commerciales, mais garantis par le gouvernement. Comme ça, quand ils terminent, ils peuvent travailler, utiliser donc leur salaire pour rembourser le prêt qu'ils avaient contracté pour terminer les études. Et 3, il y aura un système d'assistance financière où on donne un don une fois pour toutes, par exemple, à un étudiant dans une situation désespérée, pour lui permettre de pouvoir terminer ou bien une année ou bien préparer son mémoire de fin d'études, ainsi de suite. Ce système-là permettra à tous les enfants congolais d'étudier et de ne pas aller à l'école parce qu'ils sont sortis des familles pauvres.
Ensuite, dans le domaine de la santé, nous allons réformer les hôpitaux, construire de nouveaux hôpitaux, donner la formation appropriée aux médecins, aux infirmières, pour qu'ils puissent se mettre toujours donc à niveau. Mais le plus important dans ce domaine-là, nous allons introduire le système d'assurance maladie universelle. Assurance maladie universelle permet à chaque citoyen d'avoir une carte d'assurance. Quand vous tombez malade, vous la présentez au médecin ou bien à l'hôpital, vous avez droit aux soins de santé payés par la compagnie d'assurance qui sera financée en partie par les contributions de chacun de nous dans la compagnie d'assurance, mais aussi en partie par des allocations budgétaires provenant donc de la part du gouvernement. Voilà ces trois secteurs, ce que nous allons faire. Mais je voudrais lancer aussi un programme important de construction d'infrastructures de base à haute intensité de main-d'œuvre. Si vous avez l'occasion donc de projeter la carte avec les routes, je vais vous montrer ce que nous voudrions faire dans ce domaine-là. Ici, nous allons construire donc des routes intégratrices, des autoroutes intégratrices qui vont par exemple permettre à toutes les provinces d'être connectées. C'est-à-dire que si vous êtes au Bas-Congo, vous pouvez prendre donc juste votre voiture, conduire sur l'autoroute, arriver juste à Kisangani en 2-3 jours en voiture, ou partir du bas du Katanga à la frontière avec la République centrafricaine à Zongo en 2-3 jours en voiture, ou partir aussi de n'importe quel coin de la République à n'importe quel coin de la République sans restriction. Donc on va construire donc des routes, des autoroutes intégratrices, mais aussi des chemins de fer intégrateurs. Au-delà de ça, nous allons lancer un grand programme de construction de ce que j'appelle des villes et des villages modernes. Aujourd'hui, je donne mon exemple. Vous avez la carte des villes et des villages modernes. Par exemple, sur cette carte ici, je donne l'exemple de mon village parce que je ne voudrais pas de ma petite ville. Si je mentionne une autre ville, les gens peuvent se dire « Ah, il a dit de mauvaises choses donc sur notre ville. Ce n'est pas juste. » Ngandanjika, là où j'étais né, Ngandanjika se trouve littéralement au 13e, 14e siècle. Aujourd'hui, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de télécommunications modernes, il n'y a rien absolument. Ce que nous comptons faire, c'est quoi? Nous allons construire, les jeunes représentent les quartiers résidentiels modernes, des nouvelles maisons d'habitation construites avec des briques cuites, avec des tuiles, comme en Afrique du Sud, modernes, avec 3, 4, 5 chambres à coucher, avec de l'eau, de l'électricité pour permettre à tout le monde de vivre décemment. Au-delà donc de ces quartiers résidentiels, le vert représente les zones d'exploitation agricole. Ngandanjika est connu comme étant une zone de production agricole. Mais au lieu d'avoir une personne qui cultive avec sa houe 2 hectares de terre, ce qu'on va faire, on va mécaniser l'agriculture, permettre à cette personne de travailler sur 1000 hectares. Avec 1000 hectares, il va simplement louer des tracteurs qui seront détenus ici dans une zone technique d'intérêt commun. Une zone technique où on va garder les tracteurs, les engrais chimiques, des engins, tout ce dont on a besoin pour faire l'agriculture. Vous louez, vous cultivez, non, s'il vous plaît, la carte d'avant. Vous louez, vous cultivez et vous allez produire maintenant plus. Parce que vous produisez plus, ce qui va arriver, c'est quoi? La production que vous avez va être achetée par des compagnies dans la zone industrielle au-dessus là-bas. Ces compagnies vont prendre cette production, mettre dans des boîtes de conserve et vendre dans d'autres provinces de la RDC ou exporter vers des pays africains. Ici, on aura une zone que j'appelle socio-culturelle, où on aura tout ce qui est centres commerciaux, des cinémas, des zones des salles de spectacle, des shopping centers, là où on peut donc acheter des marchandises et ainsi de suite là-bas, des marchés modernes. Donc voilà l'image donc d'une ville moderne et nous allons répliquer ça. Maintenant, vous pouvez aller à l'autre carte. Nous allons répliquer la carte des routes. Voilà, oui, nous allons répliquer ce modèle-là 243 fois dans toutes les 26 provinces. Tous les points jaunes que vous voyez sont des villes qui ont été présélectionnées. 243 villes et villages qu'on va construire d'après le modèle que je viens de présenter. En d'autres termes, nous allons créer les mêmes conditions de vie en Ngandanjika, à Katakokombe, à Banana, à Bunia, à Butembo, à Goma, à Zongo, sur l'ensemble du territoire national. Tous les Congolais auront accès aux mêmes conditions de vie, au point que nous n'allons pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui, où par exemple la population jeune du Kasaï doit pouvoir fuir la misère pour venir à Kinshasa faire les Wewa. Non, ils vont rester dans leur zone, travailler correctement parce qu'ils auront les mêmes facilités qu'à Kinshasa. En d'autres termes, nous allons réaliser le rêve des pères de l'indépendance, qui disait de construire un pays plus beau qu'avant. Et moi, Noël Tchani, je dis, je voudrais ajouter
où il fait bon vivre partout, parce que les mêmes conditions de vie vont exister partout sur l'ensemble du territoire national. Voilà le grand projet du plan Marshall, où vous voyez les lignes rouges représentent des autoroutes à construire, les lignes jaunes, les lignes noires représentent les chemins de fer à construire, et les points jaunes représentent les villes et les villages modernes à construire. Nous allons rebâtir notre pays à partir de zéro. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de la RDC. On a entendu parler donc de la révolution de la modernité. Ils ont construit une petite route allant de la gare centrale à Kintambo. Ça s'est arrêté là-bas. Nous voudrions faire mieux que ça pour tout le monde, sans distinction et sans discrimination. Donc voilà un pilier important, un programme important de notre plan Marshall. Et tout ça en 15 ans. Au-delà de ça, nous allons lancer un grand programme d'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo. En quoi ça consiste? S'il vous plaît, passez l'autre carte. Le Congo a 1100 minéraux métaux précieux différents. Mais la caractéristique de notre économie, c'est qu'on utilise ces matières premières pour pouvoir les transférer à l'étranger, à l'état brut. Je voudrais lancer un grand programme de transformation locale de nos minéraux de métaux précieux. Par exemple, vous savez que nous produisons le diamant et de l'or. Mais on extrait ce diamant et cet or. Je ne vois pas nos dames congolaises, les Congolaises par exemple, qui sont très belles par ailleurs. Je ne vois pas nos femmes congolaises porter donc des bagues de fiançailles de qualité faites de l'or et du diamant dessus. Ou des colliers en or donc faits en République démocratique du Congo qui feraient la fierté non seulement de nos femmes, mais aussi qui feraient la fierté donc de tout le peuple congolais. Et ça peut devenir un produit d'exportation partout dans le monde. Nous allons lancer un grand programme pour utiliser l'or congolais par exemple, combiné avec le diamant et créer donc des bagues de fiançailles de qualité qui deviendraient un produit fini qu'on va vendre partout à travers le monde. Ça va créer beaucoup d'emplois pour les Congolais. Deuxième exemple, nous avons le coltan. Le coltan, on l'exporte à l'état brut, on crée des emplois à l'étranger et nous restons avec le chômage. Nous allons lancer un grand programme de transformation du coltan en iPhone, iPad et en ordinateur congolais. En le faisant, nous allons utiliser la main-d'œuvre congolaise, qui sera combinée bien sûr avec certains encadreurs expatriés pour commencer. Et à la longue, les expatriés vont partir, le programme va être assumé pleinement par des Congolais. Ça va créer des milliers d'emplois pour les Congolais. Troisième exemple, le cobalt. Le cobalt, nous contrôlons 70% du marché mondial du cobalt. 70%. On devait être un pays riche. Pourquoi? Parce que nous contrôlons un minerai stratégique. Les autres pays n'en ont pas. Alors, ce que nous devons faire, c'est transformer ce cobalt, par exemple, en batterie électrique congolaise. Nous allons utiliser des voitures avec batterie électrique, utiliser notre cobalt pour fabriquer cette batterie, mais exporter aussi cette batterie à tous les pays africains. Et on a 1,4 milliard d'Africains sur le continent africain. Donc, c'est un gros marché. Nous devons aller à la conquête de ce marché-là. Nous allons exporter non seulement à ces pays africains, nous allons exporter au reste du monde. Par conséquent, le reste du monde ne peut pas vivre sans nous, sans la batterie électrique congolaise. Ça va créer donc des emplois, des opportunités pour le peuple congolais. Nous allons appliquer cette logique à ces 1100 minéraux et métaux précieux que nous avons en RDC. Et par conséquent, on va créer même plus d'emplois en RDC que nous avons la population pour pouvoir occuper ces emplois. Conséquence, on aura même besoin d'importer la main-d'œuvre qui viendrait d'autres pays africains, du reste du monde. Tout le monde a donc intérêt à bénéficier donc de ce plan Marshall que je propose pour la République démocratique du Congo. Pour le moment, je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Il y a d'autres programmes du plan Marshall. Si vous voulez, on pourra donc revenir donc là-dessus, tel que mettre en place un bon système financier qui fonctionne, une bonne monnaie nationale, mettre en place un bon environnement des affaires, promouvoir l'intégration régionale, développer l'agriculture, l'élevage et la pêche pour assurer donc l'autosuffisance alimentaire. Grosso modo, voilà les grandes idées du plan Marshall que je compte pouvoir mettre en œuvre avec la participation de tous les Congolais pour transformer fondamentalement la RDC pour que nous devenions un pays émergent à l'espace de 15 ans. Merci. On va l'exploiter de fond en comble. Par rapport au plan Marshall, Jemima Nyembo a une question à vous poser par rapport à votre plan Marshall. Monsieur Noël Chiani, candidat à l'élection présidentielle, vous avez passé tellement beaucoup de temps à l'étranger. Ma question est de savoir, êtes-vous sûr de connaître à fond le besoin de la population dont vous souhaitez diriger? Et ma deuxième question est de savoir, est-ce que tout est vraiment à reconstruire dans ces pays?
Et la troisième question, c'est de savoir comment comptez-vous vous y prendre pour arriver à avoir un pays stable, équitable et aussi prospère. Et j'ai suivi votre exposé, tout ce que vous avez dit là. Pour arriver à ça, vous devez d'abord commencer par arranger le barrage d'Inga. Exact. Vous avez totalement raison que j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger. Je n'ai pas juste quitté le pays pour aller fuir, aller vivre à l'étranger. J'étais envoyé par le gouvernement de notre pays. À l'époque, il y avait une vision, malheureusement, qui n'a pas été suivie jusqu'au bout. La vision était de former les ressources humaines pour que les Congolais soient préparés à assurer la relève. Les gens qui m'ont donné la bourse, par exemple, Kengo Adondo, aujourd'hui, il a quel âge? Près de 80 ans, sinon plus que ça. Oui, oui. Donc, je voudrais demander au président du Sénat qui a fait son temps de pouvoir prendre la retraite pour que nous puissions prendre la relève. Pourquoi? Parce que c'est pour cela qu'on prépare donc une population. On forme les jeunes, quand ils grandissent, ils viennent, ils assument la relève et les vieux prennent donc la retraite. Je pense qu'il est temps pour que les gens comme Léon Kengo Adondo, qui ont beaucoup travaillé pour la République, qu'ils puissent se mettre de côté pour que maintenant des gens préparés, comme nous, bien formés, qu'on puisse assumer. C'est pour ça que nous avons envoyé aux études à l'étranger. Le temps que j'ai passé aux études, vous savez, j'ai pris beaucoup de temps avant de revenir. Et j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu de l'expérience. Si j'étais revenu le premier jour quand j'ai terminé mes études, je n'aurais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Et je n'aurais pas été exposé à d'autres pays pour voir comment ces pays ont réussi et ce qu'ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Le voyage, on dit, c'est le grand livre du monde. J'ai voyagé dans plus de 85 pays. J'ai travaillé sur 85 pays, mais j'ai voyagé peut-être dans près de 120 pays différents. J'ai vu comment ces pays fonctionnent. J'ai appris de première main. J'ai cette expérience-là. Je reviens aujourd'hui tout à fait équipé pour utiliser cette expérience, cette connaissance au profit de mon pays. Et je pense aussi que ma mentalité a été transformée. Ça a été transformé parce que quand vous voyez des choses et vous apprenez ça, vous voyez tout cela donc de vos propres yeux, vous arrivez à vous mettre en cause parfois. C'est pour ça que j'ai pris le plan Marshall. Quand j'ai écrit le plan Marshall, j'ai fait le diagnostic de la situation et j'ai dit que dans mon pays, il y a des choses qui ne marchent pas. Les gens qui ne sont jamais sortis de ce pays, qui n'ont jamais passé suffisamment de temps à l'étranger, ils ne trouvent pas que la société congolaise a besoin de changer. Ils pensent simplement que tout est normal. On trouve que c'est normal d'avoir la poubelle qui s'accumule dans la ville de Kinshasa. Moi, je trouve que c'est anormal parce que là où j'ai vécu aux États-Unis, vous ne pouvez jamais voir une poubelle qui passe une journée de plus devant votre maison. Donc, j'ai acquis cette expérience-là, je l'ai vécue, je l'ai incorporée dans mon subconscient. Et quand je viens ici, quand je suis président de la République, je vais vous dire une chose. En une semaine, la ville de Kinshasa sera propre. Parce comment que vous allez vous y prendre pour mettre en application ces... La première des choses, c'est obtenir la participation de tout le peuple congolais. Le chef de l'État doit communiquer. Moi, je ne suis pas un sourd-muet. Il y a des chefs d'État qui ne communiquent pas. Vous avez entendu notre chef de l'État, parfois il fait 2 ans sans parler. Moi, je ne comprends pas comment on peut gérer le pays comme ça. Je vais vous dire une chose. Je vais introduire un nouveau système de communication entre le chef de l'État et le reste du pays. Tous les samedis, je vais parler pendant 3 ou 5 minutes sur un aspect bien particulier. Dire au peuple congolais, moi en tant que chef de l'État, voici le problème, voici ce que je pense et voici ce que nous allons faire ensemble. Je vous demande de participer dans la mise en œuvre de cette vision-là. Chaque semaine, il y aura une communication permanente entre le chef de l'État et la population. En plus de cela, je vais introduire un nouveau système. Chaque mois, je vais recevoir, il y aura un jour pour le chef de l'État de rencontrer la population. J'inviterai le peuple congolais à venir déjeuner ou manger avec moi. Ça peut être des étudiants, des syndicalistes, des hommes d'affaires, ça peut être n'importe qui dans la société. On va faire en sorte que toutes les couches sociales soient représentées. En mangeant avec eux, en parlant avec eux, je connaîtrai donc ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qui ne marche pas, ce que mes conseillers ne peuvent pas me dire. Il y aura une communication permanente entre le chef de l'État et le reste de la population. Je pense que cet aspect de communication est très important. Au-delà de ça aussi, je voudrais obtenir du peuple congolais la participation à la mise en œuvre du programme. Pourquoi? Parce que si vous imposez des choses et les gens ne savent pas pourquoi vous faites des choses, ou bien vous leur demandez de faire des choses, je pense que les programmes sont voués à l'échec. J'ai vécu ce système-là, par exemple, aux îles du Cap-Vert. Aux îles du Cap-Vert, chaque semaine, là, le gouvernement communique avec la population. Vous voyez le chef de l'État qui se promène donc dans la rue, qui va dans des restaurants et qui vient, qui se met à table avec n'importe qui pour discuter avec lui des problèmes de façon improviste. C'est important de mettre la population donc à l'aise. Dans le contexte donc de la RDC, en ayant toutes les garanties de sécurité pour ne pas s'exposer n'importe comment,
j'estime qu'on doit établir donc ce dialogue permanent entre les gouvernants et les gouvernés pour pouvoir donc impliquer les gouvernés dans la mise en œuvre du programme tel que conçu par le gouvernement. Vous avez posé une autre question, je pense, à laquelle je n'ai pas répondu. C'était... Est-ce que tout est vraiment à reconstruire dans ces pays? Bon, il faut reconnaître qu'il y a des choses, beaucoup de choses sont à reconstruire. Mais s'il y a des choses qui ont déjà été construites, je voudrais qu'on puisse bâtir à partir de là. Je donne l'exemple. Si je regarde le boulevard du 30 juin, ils ont élargi le boulevard. Je crois que c'est une bonne évolution. Il faudrait que nous puissions faire la même chose dans tout le pays, dans toute la ville de Kinshasa. Donc on ne va pas aller détruire le boulevard pour reconstruire à zéro. On va partir à partir de là pour construire donc d'autres communes où il n'y a pas donc ces facilités comme à la commune par exemple de la Gombe. Donc tout n'est pas à reconstruire, mais beaucoup reste à faire et nous devons le faire en prenant conscience que nous voudrions devenir un meilleur pays que ce que nous avons aujourd'hui. Le barrage d'Inga, c'est un grand projet. Je suis même surpris que depuis 1960, on n'a pas réussi à commencer la construction effective du grand barrage d'Inga. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, moins de 10% de la population a accès, on dit ont accès ou a accès. 10% ont accès ou a accès. Accès. Non. C'est les 10%. Les 10% a accès. Accès, oui. Moins de 10% de la population a accès à l'électricité. Ce que nous devons faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 90% de nos gens n'ont pas accès à l'électricité. 90%. Ce que nous devons faire, c'est voir les sources donc de développement énergétique, les solaires, la biomasse. Nous devons voir l'énergie éolienne. Mais au-delà de ça, nous devons regarder le barrage d'Inga, que nous avons la capacité donc de construction de 45 000 MW d'électricité si nous arrivons à construire donc Grand Inga. En construisant Grand Inga, on peut industrialiser tout le pays, donner de l'électricité à toute la population, mais au-delà de ça, vendre de l'électricité aux pays africains, vendre de l'électricité aux pays du Golfe, mais aussi vendre de l'électricité aux pays européens. Qu'est-ce que nous allons réaliser par là? Le barrage d'Inga devient une source de revenus pour le pays. Pourquoi? Parce qu'en investissant 80 milliards de dollars sur le coût total de construction des Grands Inga, nous pouvons récolter chaque année 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars. C'est mieux qu'avoir le diamant, c'est mieux qu'avoir de l'or. Pourquoi? Parce que le diamant et l'or, les réserves vont s'épuiser. Mais le barrage d'Inga va continuer à fonctionner de façon indéfinie et va constituer donc une source de revenus permanente pour le pays et va accélérer l'industrialisation et le développement du pays. Donc, sous ma présidence de la République, la construction des Grands Inga sera une priorité parmi les priorités des priorités. Ok. Rachel Mbaya. Merci. Monsieur Noël Tchani, moi j'ai une question. En regardant votre plan Marshall, nulle part je n'ai vu mentionner la femme. Vous avez parlé de l'éducation, vous avez parlé du travail, mais nulle part vous avez fait mention de la femme. Pourquoi? Vous avez un problème contre la femme? Non, pas du tout, bien au contraire. Et je vais vous expliquer comment la femme intervient dans ce plan et constitue même la priorité que nous avons. La population congolaise est composée de 53% de femmes. C'est-à-dire que la majorité de nos gens sont des femmes. Mais ces femmes ont été exclues de tout. D'abord, à commencer par l'éducation. Beaucoup de femmes venant des familles pauvres n'ont pas de moyens pour pouvoir aller à l'école. En introduisant un système d'enseignement primaire et secondaire gratuit et obligatoire, automatiquement les femmes sont bénéficiaires du programme que je suis en train de proposer. Pourquoi? Parce que le jour que quelqu'un n'envoie pas sa fille à l'école, ce jour-là, il va se retrouver avec des policiers à la porte, on va l'amener au tribunal et il va connaître quelques jours donc au cachot, il va prendre donc une leçon. En d'autres termes, les femmes vont être bénéficiaires du système d'enseignement primaire et secondaire obligatoire que je propose. Ensuite, à l'université, j'ai dit qu'on va donner des bourses d'études à tout le monde sans exception, y inclut les femmes. En plus de cela, il y aura des programmes pour pouvoir aider les femmes dans le domaine entrepreneurial, pour qu'elles puissent s'insérer dans la société, qu'elles puissent s'insérer dans la vie politique, dans des organisations non gouvernementales. Il y aura l'assistance donc explicite de l'État pour leur permettre de pouvoir assumer leur rôle de façon respectable. Mais pourquoi ce n'est pas vraiment mentionné clairement? Parce que quand la femme lit ça, elle ne se retrouve pas. Personnellement, non. Quand je le lis, je dis « Oh, mais monsieur Tchani ne parle pas de moi. » Donc non. Là, il parle plus des hommes, des élèves. Oui, je peux me retrouver en tant qu'élève, mais en tant que femme, je ne me retrouve pas. Mais la différence qu'il y a, c'est que quand vous lisez donc ce programme, je n'ai pas dit que ces programmes-là sont disponibles aux hommes. J'ai dit sont disponibles aux compatriotes congolais,
Je parle toujours donc de toutes les Congolaises et tous les Congolais sans exception. Donc il y a inclusion des femmes dans la mise en œuvre du plan Marshall. Nous allons nous assurer qu'elles sont prises en considération et j'attache beaucoup d'importance à cette section, à cette portion de la population congolaise. Et ma deuxième question, Monsieur Tchani, vous vous retrouvez à l'Est ou au Kasaï où il y a eu de troubles, les familles ont eu des pertes, il y a eu les gens qui ont été refoulés, les gens sont morts. Devant cette population-là, quel est le message que vous allez les apporter? Je suis très indigné de ce qui est arrivé à notre pays. Vivre l'insécurité, nous quand on grandissait, je ne me rappelle pas d'un seul moment où on devait fuir nos maisons pour aller nous réfugier donc dans la brousse. Je ne me rappelle pas de moment où on a parlé de fosses communes. Pour vous donner une idée, quand j'ai entendu ce mot-là, fosse commune aux États-Unis, je ne savais même pas comment ça s'écrit. Pourquoi? Parce que dans mon vocabulaire, ça n'existait pas. L'insécurité aujourd'hui, c'est un nouveau phénomène qui nous a été amené par les soi-disant libérateurs. Ils nous ont libérés contre quoi? Ils ont amené l'insécurité, les rébellions et ils nous tuent tous les jours. Je voudrais exprimer mon indignation, mais également ma solidarité avec le peuple meurtri du Grand Kasaï, de l'Est de la République, du Bas-Congo, de toutes les provinces, parce que ce phénomène est répandu sur l'étendue du territoire national. Quand je suis président de la République, la sécurité des Congolais sera la priorité numéro 1. C'est pour cela que dans le cadre du plan Marshall, le premier programme du plan Marshall consiste à promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit et mettre en place des institutions démocratiques qui fonctionnent. Sans la paix, sans la sécurité, nous ne pouvons pas nous concentrer aux efforts de développement. Et surtout, dans cette confusion d'insécurité qui règne un peu partout, la femme paye même le prix le plus cher, le plus élevé. Pourquoi? Parce qu'elle est violée, elle est massacrée, elle voit ses enfants tués. Donc, la femme, elle est traumatisée. Nous avons besoin de faire beaucoup mieux que ça pour que notre pays puisse retrouver la paix, la sécurité et la dignité. Je suis indigné de constater, par exemple, que tout récemment en Angola, on a expulsé des Congolais. Et la plupart de ces Congolais, vous savez comment ils sont retrouvés en Angola? Ils sont partis par manque d'opportunités au Congo. Ils sont partis parce que sur le territoire congolais, on les tuait. Le phénomène Kamwena Sapo au Grand Kasaï. Ils ont fui l'insécurité chez eux. Ils vont se réfugier dans les pays africains, donc limitrophes, qui sont des pays frères. Pourquoi? Parce que nous avons accueilli des Angolais qui ont vécu ici, chez nous, au Congo. Pendant que je vous parle, j'ai un ami d'enfance qui vit d'ailleurs au Congo-Brazzaville. Peut-être qu'il me suit parce qu'il suit souvent des programmes congolais, qui s'appelle Vieira Gracia Alfonso, un Angolais. On a grandi ensemble. On est vraiment des grands amis. Et il m'appelle mon frère, je l'appelle mon frère. Comment expliquer que les Angolais puissent faire ça aux frères congolais alors que nous, on les a hébergés ici et la plupart d'autorités angolaises ont étudié au Congo. Le président Eduardo dos Santos lui-même a vécu ici au Congo. Il parle le français et il parle le lingala. Je comprends que même d'autres autorités, actuellement, je ne connais pas le président Lorenzo très bien, je ne sais pas s'il a vécu au Congo ou pas, mais la plupart de ces autorités ont vécu au Congo. Je voudrais encore une fois de plus donc dire une chose aux pays africains, particulièrement membres de la SADC, de pouvoir regarder deux fois dans le miroir avant de prendre des actions contre le peuple congolais parce qu'ils savent les conditions dans lesquelles notre pays est en train de vivre aujourd'hui et ils savent aussi pourquoi nos compatriotes vivent pour aller chercher refuge donc ailleurs. Je demande que notre pays soit respecté et pour le faire, j'invite le peuple congolais d'abord à changer le leadership parce que le leadership politique que nous avons aujourd'hui, il est mauvais. Il n'a pas réussi à développer le Congo. Il n'a pas réussi à protéger les Congolais. Et c'est pour ça que je suis indigné quand j'ai appris que M. Chadari, le candidat du FCC, est allé au Grand Kasaï. Et il prétend avoir été accueilli avec triomphe là-bas. Je voudrais dire à M. Chadari, je sais que vous avez acheté beaucoup de gens. Vous leur avez distribué de l'argent. Et c'est pour ça qu'ils sont venus. Ce sont des pauvres que vous avez appauvris et vous retournez là-bas en leur donnant 10 000 francs pour qu'ils viennent donc vous applaudir. Mais le jour du vote, vous allez apprendre la vraie leçon venant des Kassaïens. Parce qu'au Grand Kasaï, tout le monde va voter pour Dr Noël Tchani Mwadjanvita, candidat numéro 15, qui n'a jamais participé aux assassinats, à la corruption, à la prédation des ressources naturelles, au détournement des fonds publics. Je n'ai jamais participé aux fausses communes. Vous, M. Chadari, vous étiez vice-premier ministre en charge de la sécurité. Vous étiez responsable de protéger nos compatriotes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? On les a tués sous vos yeux. Vous ne les avez pas protégés. Oui, et une fois que vous avez fait ça,
Aujourd'hui, vous retournez sur le lieu du crime Docteur, en proclamant que vous allez protéger donc les Congolais. Je refuse ça. S'il vous plaît, docteur, on voit que vous êtes proche de l'actualité et vous avez aussi parlé de la diplomatie, en vous entendre parler. Et sur cet aspect, Sarah Koboline a des questions à vous poser. Avant d'aborder des questions sur l'actualité, j'aimerais revenir sur le propos de M. Noël Tchani. On a l'impression que M. Noël Tchani a une surestimation de soi parce que vous brandissez vos diplômes, votre carrière au niveau de la Banque mondiale. Mais nous le savons tous que le 23 décembre, on va vous voter non pas en fonction de vos diplômes, ni encore en fonction de votre carrière en tant que fonctionnaire à la Banque mondiale, mais ce sera en fonction de la popularité. Deuxièmement, vous avez dit que la réalisation de ce projet demande 15 ans. Alors, la Constitution congolaise définit bien la question de mandat. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'être élu une fois et renouvelable, ce qui fait 10 ans. Mais dans votre plan Marshall, vous prenez pour 15 années pour sa réalisation. Est-ce que M. Noël Tchani n'a-t-il pas des intentions de modifier la Constitution ou encore des glissements? Pas du tout, je n'ai pas l'intention de modifier la Constitution. Je vais respecter la Constitution à la lettre. Le mandat du chef de l'État au Congo est de 5 ans renouvelable une fois. Mais ce que je propose ici, c'est une vision de développement. Ce n'est pas un petit projet de société, donc d'un parti politique. Pourquoi pas à 10 ans? Pourquoi? J'arrive. Pourquoi? Parce que je voudrais régler les problèmes réels du pays. Je ne veux pas faire des réformes cosmétiques. Si je vous dis que je vais faire tout ça en 5 ans, je vous mens. J'ai estimé que pour mettre en œuvre cette vision de développement, il faudra 15 ans pour construire toutes ces routes, ces autoroutes que vous avez vues, les villages modernes, les villes modernes et consorts. Alors, pour réformer le système éducatif et avoir des résultats, des Congolais de qualité formés comme nous voulons, comme dans des meilleures universités donc, du monde, ça prend du temps pour faire ces réformes structurelles. Ce que je propose, c'est quoi? C'est que nous allons faire des réformes pendant 5 ans. Si je travaille bien, avec la participation de tous les Congolais, nous allons obtenir un deuxième mandat pendant 5 ans supplémentaires, pour un total donc de 10 ans. Mais je ne travaille pas seul, je ne suis pas un homme seul. Vous êtes tous des jeunes, vous allez faire partie de l'équipe de gestion de ce pays, de gouvernance de ce pays. Pendant que nous travaillons ensemble, vous apprenez comment le plan Marshall a été conçu, le contenu et comment il est mis en œuvre. Parce que nous aurons bien travaillé. À la fin donc de ma 10e année, moi je me retire. Je ne veux pas désigner un dauphin parce que je pense que désigner un dauphin c'est antidémocratique. C'est imposer aux Congolais quelqu'un qu'on ne connaît pas ou quelqu'un qui est sous sanction internationale, sanction de l'Union européenne et surtout quelqu'un qui a été impliqué dans des histoires telles que les massacres des Kassaïens, donc au Kassai et ainsi de suite là-bas. Alors, dans ces conditions, vous imposez quelqu'un parce que vous voulez que cette personne vienne vous assurer la protection pour ce que vous avez fait pendant que vous êtes chef de l'État. Je considère que ce n'est pas démocratique. Ce que moi je vais faire, à la fin donc de la 10e année, je me retire. Mais les jeunes gens qui auront travaillé avec moi pourront se présenter aux élections. D'abord les primaires au sein donc de la force du changement, dégager un candidat qui va les représenter tous. Cette personne va se présenter aux élections. Quand il gagne, il va gagner. Pourquoi? Parce qu'on aura bien travaillé pendant les 10 premières années, pendant que je suis président de la République. Moi, je ne vais pas continuer au-delà de 10 ans, mais il y aura quelqu'un de la force du changement qui va continuer à mettre en œuvre le plan Marshall. Je voudrais vous donner une idée, par exemple, de ce qui est arrivé en France. Vous connaissez la ville de Paris, elle est très bien construite. Si vous arrivez à l'Arc de Triomphe, vous regardez, vous verrez donc des routes bien tracées et vous allez voir aussi que les maisons suivent une certaine logique, ça monte jusqu'à 8 étages et ça s'arrête là. Cette ville a été conçue d'après un plan conçu par quelqu'un qu'on appelle le baron Haussmann, qui travaillait à la mairie de Paris. Baron Haussmann est mort il y a 200 ans à peu près. Mais quand il a conçu la ville de Paris, il a travaillé à la mairie de Paris pendant 4 ans. Et les gens qui sont restés ont continué à mettre en œuvre le plan du baron Haussmann. Et c'est pour cela que Paris est ce qu'il est aujourd'hui en tant que ville. Et on a même, à titre de reconnaissance, on a nommé un boulevard, le boulevard Haussmann à Paris. C'est nommé après donc ce baron Haussmann. Je voudrais faire la même chose. Je voudrais lancer le processus du développement accéléré de la RDC, mais Noël Tchani n'est qu'un individu. Il va partir. Je veux que ce processus puisse entrer dans les têtes de tous les Congolais, les jeunes enfants congolais. Je veux qu'ils étudient le plan Marshall. Pas pour moi, pas pour me flatter. Je veux qu'ils étudient pour qu'ils puissent incorporer ça, s'approprier donc de ce plan. Quand je ne suis plus là-bas, ils vont continuer et ils vont continuer à mettre en œuvre ces idées. Le livre qui contient le plan Marshall s'intitule La force du changement. Il est publié aux éditions du Panthéon à Paris. Quand j'en aurai l'occasion, on va le republier au Congo
et on va le distribuer dans toutes les écoles pour permettre à tous les enfants de connaître le contenu du plan, de s'en approprier et de pouvoir l'utiliser dans l'avenir lorsque je ne serai plus à mesure d'être au Palais de la Nation. Alors, parlons de l'actualité. Vous avez participé au Forum pour la paix et la réconciliation de la RDC, dans lequel la CIME a organisé, notamment avec toutes les parties prenantes du processus électoral, pour discuter sur les questions qui font fâcher, notamment la question de la machine à voter, mais aussi du fichier électoral. Est-ce qu'on peut dire que ce forum a résolu au moins un problème? Le forum a eu l'avantage de réunir toutes les parties prenantes dans une salle et de discuter des problèmes et pour que chaque partie prenante mette sur la table les préoccupations qu'elle a. Nous, en tant que candidat président de la République de l'opposition, nous avons exprimé la préoccupation sur la fiabilité de la machine et aussi sur les questions liées à la légalité. Nous avons aussi exprimé des préoccupations sur la qualité du fichier électoral qui contient 6,6 millions de personnes sans empreinte digitale. Nous pensons que dans ces conditions, les élections pourraient ne pas être très crédibles. Nous avons exprimé notre préoccupation et globalement, en tant que groupe, il y a des gens qui souhaitent que la machine soit mise de côté avant que nous puissions donc aller aux élections de façon crédible, de façon transparente. Je propose, parce qu'il y a des gens qui ont des points de vue totalement divergents, et c'est ça l'avantage donc de la recommandation de la CEMI, de la commission d'intégrité, la CIME. La recommandation qui a été retenue, c'est que nous puissions chercher à réaliser un consensus, c'est-à-dire que la CENI avec ses experts, les candidats de l'opposition avec nos experts, que nous puissions nous retrouver en tant que Congolais autour d'une table, discuter de la situation de la légalité, mais également de la situation de la fonctionnalité de la machine, avec tout ce que nous avons fait comme découverte. Vous avez suivi les rapports présentés. C'est ce qui a été fait l'autre fois, vous aviez claqué la porte? Non, on n'a pas claqué la porte. On a présenté notre point de vue, mais on devait aller quelque part parce qu'on avait une réunion, tous les candidats présidents devaient avoir une réunion à l'Union européenne, à l'Union africaine, mais aussi avec la SADC. C'est pour ça que nous sommes sortis de la salle, mais on n'est pas sortis en protestation. On a exprimé notre point de vue, on a demandé que nous puissions sortir, et aujourd'hui j'ai assisté à toute la présentation des conclusions. Donc, nous avons bien entendu le point de vue donc, de la CIME. Nous demandons simplement qu'il y ait ce cadre-là de concertation, mais qu'on vienne à ce cadre de concertation avec chacun en mettant de l'eau dans son verre. Je voudrais faire élever un point important ici. C'est que pendant que l'opposition et la société civile ont pris part à ces discussions, les gens du FCC n'étaient pas dans la salle, du début à la fin. Comment voulez-vous trouver la paix? Comment voulez-vous trouver un consensus avec des gens qui considèrent qu'ils n'ont rien à donner comme explication à la population? Ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas venir à la table de discussion pour trouver donc un consensus. Ils sont en train de faire donc la campagne dans les endroits où on a tué nos compatriotes, on a trouvé donc des fausses communes. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas accepter le comportement du FCC. Pendant que nous allons donc aux élections, je voudrais que le peuple congolais garde à l'esprit qu'il faut sanctionner les mauvais gestionnaires de ce pays. Les mauvais gestionnaires de ce pays ne sont pas venus de l'opposition. Les mauvais gestionnaires de ce pays se trouvent dans le FCC. Ils ont changé d'ailleurs de nom parce qu'ils veulent camoufler. Ils savent qu'ils ne pouvaient pas justifier leur existence avec leur performance médiocre. Ils s'appellent la majorité présidentielle. De quelle opposition vous parlez alors que nous savons que ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, ils faisaient partie de la majorité? Vous soulevez un point intéressant. Moi, je n'ai pas de l'opposition que j'incarne, mais aussi de l'opposition d'autres personnes qui sont comme moi parmi leur comportement, vous venez de les souligner ici. Non, je défends l'opposition d'une façon générale, ça j'accepte. Mais je voudrais aussi reconnaître que dans l'opposition, il y a des gens qui sont venus de l'autre camp. Ces gens-là, ils doivent rendre compte de ce qu'ils ont fait aux côtés de M. Kabila. On ne peut pas les lâcher comme ça. On doit pouvoir demander qu'ils puissent rendre compte, et c'est pour cela que je pense qu'il faut que la population congolaise soit très vigilante. Au sein de l'opposition, on trouve tout le monde. Moi qui vous parle, je n'ai jamais fait partie de la gouvernance de la RDC, je n'ai jamais été corrompu, je n'ai jamais été mêlé dans des rébellions, dans des assassinats de nos compatriotes, je n'ai jamais volé un seul centime de la République. Et je voudrais qu'on demande la même chose à tous les autres leaders de l'opposition. Merci, docteur. On va observer une petite pause d'une minute pour qu'on se retrouve encore avec la force et continuer notre émission. Très bien, je peux aller au